Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le week-end. Voici les titres de ce vendredi 29 mai. Le voilà, tout beau tout neuf, le lycée Albert Ier vient de terminer sa première phase de travaux. Juste à temps pour les épreuves du baccalauréat dans 2 semaines. Vous découvrirez les dernières images des rénovations et vous entendrez à ce propos les mots du ministre de l'Intérieur. Deuxième jour pour le Blue Economy and Finance Forum, là où les scientifiques, financiers et acteurs publics discutent de solutions pour la préservation de nos océans. Ce matin, le sujet était la sécurité alimentaire. Hugo Nice part en 8e de finale, en double avec Édouard Roger Vasselin. Ils se sont fièrement imposés aujourd'hui sur la terre battue de Roland-Garros. Nous avons recueilli leurs réactions. C'est le rendez-vous incontournable qui lance le Grand Prix de Monaco. La team des Barbadians revient la semaine prochaine au Stade Louis II pour la Racing Stars Football Cup. Les célébrités de premier plan sont attendues sur la pelouse pour la bonne cause, dont une véritable légende du football. Le président des Barbadians, Louis Ducruet, sera avec nous ce soir pour nous en parler. Et puis nous finirons en musique avec un nouvel Happy Hour de l'OPMC. Hier, un quatuor a interprété 3 œuvres de compositeurs russes. Reportage à suivre. C'était il y a près d'1 an. L'été dernier, le lycée Albert Ier était entré dans une importante phase de rénovation. La première série de travaux vient de s'achever pour accueillir à temps et en toute sécurité les épreuves du baccalauréat qui commenceront le 11 juin prochain. Alexandra Pani et Marie-Ève B sont allées découvrir les nouvelles installations de l'établissement. Tour d'inspection pour le lycée Albert Ier, des salles de classe modernisées, des couloirs rénovés pour le confort des élèves, sans oublier la partie administration. Le chantier a démarré en juillet 2025 pour une livraison initiale prévue à la rentrée 2026-2027. Mais les événements liés à la dégradation du bâtiment provisoire de l'Annonciade ont poussé le gouvernement à accélérer les travaux. Jusqu'à 100 compagnons ont travaillé sur ce chantier, tout corps d'État confondu, pour livrer une première phase du bâtiment terminé à 80% dès la fin du mois de mai et accueillir les épreuves du baccalauréat. On a rajouté la climatisation, la ventilation double flux, les brasseurs d'air, on a rajouté des isolations phoniques et des isolations thermiques dans toutes les salles de classe. Bon, évidemment, on a préparé également l'administration, donc on a refait toute l'administration pour qu'ils puissent gérer les épreuves de bac. Et là, on est en cours de finalisation de chantier pour le niveau -1 qui est le self et la terrasse du R+3 avec les derniers ajustements pour le haut vent qui accueille les nouveaux panneaux photovoltaïques. On a mis aussi l'accent quand même sur l'isolation thermique. Donc comme je disais, on a fait l'isolation thermique par l'extérieur des façades, par l'intérieur lorsqu'on ne pouvait pas par l'extérieur. On a remplacé toutes les menuiseries extérieures et on a rajouté des stores électriques qui rajoutent encore du confort. Cette rénovation du lycée Albert Ier s'inscrit dans une démarche durable souhaitée par la principauté qui vise à adapter les bâtiments à la réalité du climat méditerranéen tout en respectant le confort des usages. Une démarche appelée BD2M, Bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Le choix a été fait de plutôt rénover que de démolir. C'est important parce que forcément l'objectif était de conserver ce remarquable bâtiment qui est quand même le patrimoine de Monaco. Les monégasques et les résidents y sont attachés et ça permet du coup de concilier l'environnement, le patrimoine mais aussi le bien-être. Un gros domaine qui a été la suppression de la chaudière gaz pour ce qui a évidemment permis de décarboner ce bâtiment et ce qui a réduit son empreinte environnementale. Donc ça c'est important et ça c'est vraiment un point essentiel aussi. Dans une démarche BD2M, on a plusieurs points d'entrée et il y a aussi les panneaux photovoltaïques qui permettent de l'énergie locale, la production d'énergie locale. Donc tous ces points sont reliés à un référentiel qu'on appelle, quand on s'engage dans une démarche BD2M, que ce soit un bâtiment public ou un bâtiment privé, il a certains points à suivre et en fonction, plus s'il respecte certains critères et certains points, évidemment, il va avoir une médaille de bronze, une médaille d'argent, voire une médaille d'or. Le lycée a ainsi obtenu la médaille d'argent BD2M en phase conception. Les travaux se poursuivront durant l'été pour livrer un lycée 100% rénové à la rentrée de septembre. Voilà, le lycée est donc fin prêt à accueillir les élèves pour les épreuves du baccalauréat dans les meilleures conditions. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, sur le défi qu'a représenté la finalisation de ces travaux dans des délais records. Les épreuves pourront se dérouler ici dans des bonnes conditions puisque nous avons 3 étages qui sont désormais totalement disponibles avec une climatisation, avec des salles rénovées. Et donc le 11, c'est le premier jour, il y aura les épreuves de français pour les premières. Il y aura le 12, les épreuves de mathématiques pour les premières, et puis ensuite nous enchaînerons avec les terminales, le 15,
la philo, et puis ensuite 16, 17, 18 pour les épreuves de spécialité. Donc voilà, toutes les conditions sont désormais réunies pour que les élèves puissent passer le bac dans les meilleures conditions ici, dans leur lycée. Les travaux ont été faits pour le bac et ils se poursuivront pendant l'été pour qu'à la rentrée, tout soit prêt, le self et toutes les salles complètement rénovées. Toujours dans le thème de l'éducation, n'oubliez pas le code vestimentaire pour la rentrée prochaine au Collège Charles III. La prise des mesures et les essayages auront lieu en début de semaine prochaine, les 1er, 2 et 3 juin, à partir de 16h. Vous pourrez y acheter les tenues au même moment. Attention, la date limite des commandes pour la rentrée de septembre est fixée au 7 juin maximum. Dans le reste de l'actualité monégasque, jour 2 pour le Blue Economy and Finance Forum. Hier, nous vous avons présenté cette deuxième édition qui réunit scientifiques, gouvernements et acteurs financiers. L'objectif étant, comme toujours, de trouver des solutions concrètes pour la préservation de nos océans. Plusieurs conférences et tables rondes sont organisées sur ces 2 jours. Celle de ce matin était consacrée à la sécurité alimentaire. Toutes les explications dans ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. C'est ce que l'on appelle la Blue Food, autrement dit les ressources alimentaires marines. Et c'est au cœur de la stratégie alimentaire mondiale. Les produits de la mer tels que poissons, crustacés, coquillages, algues et produits issus de l'aquaculture occupent aujourd'hui une place capitale dans les systèmes alimentaires mondiaux, à la fois pour des raisons nutritionnelles, économiques, géopolitiques et environnementales. Si on ne mange pas, on meurt. Et à l'horizon 2050, la population de la planète va être près des 10 milliards. On va se retrouver à la croissance au niveau des produits de la mer va devoir venir de l'aquaculture. Donc c'est instrumental et cette croissance, ça veut dire 2 fois plus d'aquaculture d'ici 2050. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'impact avec l'aquaculture au niveau de la biodiversité, des droits de l'homme, de plein de choses. Donc cette croissance va entraîner encore plus d'impact. Donc il y a de réels enjeux à faire à ce que tout soit fait correctement. Et l'enjeu de cette conférence, c'est de réunir les intérêts environnementaux, les intérêts sociaux et les intérêts politiques avec le next step. Le next step, c'est accélérer, faire en sorte qu'on peut être responsable dans le domaine de l'économie bleue en général. 5 spécialistes sur la scène du Grimaldi Forum ont tenté pendant plus d'1 heure de faire l'état des lieux et présenter des solutions d'ici 2050 pour développer une aquaculture durable et améliorer la gestion des pêcheries. Donc il faut relier les impacts, nous ce qu'on fait c'est on s'occupe des impacts, avec la valeur économique que ça peut apporter. On peut créer des emplois, mais on parle de millions et de centaines de millions d'emplois, donc de la valeur économique pour tous les acteurs de la filière, en passant des supermarchés jusqu'aux fermes, mais aussi tous ceux qui sont derrière et qui mettent l'investissement à leur disposition. C'est ce qui parle au domaine financier, mais sans l'un on ne peut pas avoir l'autre, et donc il faut connecter ces 2 bouts de la chaîne économique, environnementale et puis sociale. En résumé, la Blue Food est au cœur des stratégies alimentaires mondiales pour plusieurs raisons. Nourrir une population croissante, limiter l'impact climatique des systèmes alimentaires, préserver les ressources naturelles et enfin soutenir des centaines de millions d'emplois. Voilà, et après le succès de l'année dernière, cette édition 2026, bien qu'elle soit en format un peu plus restreint, aura permis une nouvelle fois de fixer des plans d'action concrets. Justement, le directeur de l'Institut océanographique, Robert Calcagno, a dressé le bilan de cette seconde édition du forum à Alexandra Pani et Hugo Comasa. Écoutez-le. Nous sommes satisfaits, je dirais même très satisfaits de ce Blue Economy and Finance Forum parce que vous m'interrogez quand même souvent sur des forums, des interviews et on a tendance à répéter un peu la même chose d'année en année. Le souverain a décidé, il y a 2-3 ans, de nous dire, bon maintenant, allez, assez de discussions, de déclarations, il faut travailler avec le secteur privé, il faut avancer, il faut développer la Blue Economy. On n'arrivera pas à protéger l'océan si l'océan ne nous aide pas et produit de la valeur sociale, de la valeur économique, mais le produit en étant respectueux de sa santé et du caractère renouvelable de cette production. Donc on s'est mis à travailler. On voit que le secteur privé embraye très vite. Déjà l'an dernier, au premier BEF, on avait identifié 8,5 milliards de deals, mais il y avait encore pas mal de discours. Cette année, j'étais un peu soucieux parce qu'on s'est mis à le préparer assez tard et je me suis dit, on n'a pas le chiffre, mais on voit un vrai enthousiasme. Les porteurs de projets sont beaucoup plus professionnels, les fonds d'investissement sont là, ils ont fait leur closing, ils ont l'argent maintenant dans les poches et ils cherchent à le dépenser. Et on voit même la prochaine étape, comment rentrer sur les
public capital market, les marchés d'actions en quelque sorte négociables. Donc tout ça va vraiment dans le bon sens. En tennis, l'aventure du Gonis va se poursuivre à Roland-Garros. Il est désormais le dernier joueur monégasque en lice et jouait aujourd'hui en double. Avec son coéquipier Édouard-Roger Vasselin, ils se sont imposés 6-4, 6-3 au second tour de la compétition face à leurs adversaires Henrik Ebens et Reo. Ils se sont qualifiés donc en huitième de finale. Écoutez leur réaction un peu plus tôt dans l'après-midi au micro de notre correspondant Justin Adel. On est content d'avoir gagné en 2-7 cette fois, on s'est fait moins peur. C'était un très bon match, voilà. Les conditions pas faciles, il faisait très chaud. On garde un peu d'énergie pour la suite du tournoi, c'est cool. Le premier match, on était sûrement un petit peu tendu de Roland-Garros, on avait fait demi-finale l'année dernière, donc voilà, c'est quelque chose pas toujours évident à gérer, des adversaires qui avaient rien à perdre, donc on est passé tout proche de la défaite au premier tour, et là je pense que ça nous a remis un peu les idées droites pour attaquer bien plus tonique, bien plus motivé sur ce deuxième match, qu'on a très bien géré, ce qui faisait encore chaud. Donc très bon match de notre part, donc c'est cool pour la suite. Autre événement sportif majeur, ici à Monaco cette fois, les championnats des petits États d'Europe d'athlétisme se tiendront au Stade Louis II demain, samedi. Un événement soutenu par European Athletics et bien sûr poussé par la Fédération monégasque d'athlétisme qui réunira près de 300 athlètes de 17 petites nations européennes. Un moment clé qui permet de préparer les grands Jeux des petits États d'Europe qui se tiendront aussi à Monaco en 2027. Nous étions à la conférence de presse cet après-midi à J-1 de l'événement. Écoutez ce qu'ils s'en disaient. C'est un peu une répétition générale pour les Jeux des petits États d'Europe de 2027. On s'est rendu compte que pour la 6e édition de l'organisation de ces championnats, c'était pas si facile à organiser parce qu'on reçoit 17 pays d'Europe et avec beaucoup d'exigences. Chaque pays a des exigences parce qu'ils viennent ici pour performer et faire les meilleurs résultats possibles. On cherche à les accueillir dans les meilleures conditions. Donc on a organisé ça, on bataille depuis quelques mois et pour que ce soit au mieux et qu'on soit performant dans l'organisation. Je pense que ça sera le cas. Demain, la compétition va être très intéressante. Justement, il y a beaucoup de nations qui sont venues pour réaliser ici le meilleur résultat possible. C'est le cas aussi des athlètes de la Principauté. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ou les attentes sont plus grandes, le fait de courir à la maison justement ? C'est particulier de courir à la maison toujours. En effet, ils ont un peu plus de pression, ils ont leur famille, leurs amis dans les tribunes et on a souhaité les préparer de la même façon, comme si on était dans une compétition internationale à l'étranger, pour qu'ils ne se sentent pas trop dans un peu le confort de la maison et qu'ils soient en mode compétitif. On a organisé un dîner tous ensemble. Hier, on a eu la chance d'avoir la visite de notre président de fédération, son Altesse le Prince Albert II, qui est venu leur dire quelques mots d'encouragement. Et clairement, ils sont maintenant rentrés dans la compétition, ils vont s'entraîner tout à l'heure avec tous les athlètes internationaux et je pense qu'ils seront déterminés à faire le maximum, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis là aussi, c'est une façon de se préparer à l'avenir. On a une jeune génération qui arrive et qui va profiter de l'expérience des moins jeunes et puis pour progresser dans les compétitions internationales futures. Et à la suite de ces championnats, ce sont les Barbadians de Monaco qui prendront place au Stade Louis II le 3 juin prochain pour la 2e édition de la Racing Stars Football Cup. Quelques jours avant le Grand Prix de Formule 1, ce match de gala caritatif opposera les Barbadians à la Nazionale Piloti, l'équipe des pilotes de Formule 1. Pour en parler, nous recevons le président des Barbadians, Louis Ducruet. Rendez-vous sur notre plateau. Bonsoir Louis Ducruet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc le retour de la Racing Stars Football Cup. Le nom a changé depuis 2 ans, mais l'événement reste le même et surtout le succès. Le succès, j'espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour cette 2e édition. La première édition a été un véritable succès, autant au niveau populaire dans les tribunes que sur le terrain. Donc j'espère que ce sera de même cette année. Alors les Barbadians affronteront les pilotes de F1 et dans vos rangs notamment, vous avez un très joli tableau cette année avec des légendes, notamment une légende du football, mesdames, messieurs. Et oui, on a eu la chance cette année de pouvoir attirer la légende du football, Ronaldinho, qui nous fait le plaisir d'être présent sur notre événement. Donc on est vraiment ravis et fiers de l'avoir avec nous. Et ça a été un travail de longue haleine de mes équipes pour l'attirer. Donc c'est vrai que voilà, on est très contents.
Et il y a également d'autres personnalités du monde de la Formule 1, de la télévision, il y en a bien d'autres aussi. Oui, nous, notre équipe est vraiment spécialisée sur les célébrités et les légendes du foot monégasque. On a notamment les légendaires Toto, Schillaci et Gaël JV, avec Vigno, Flavio Roma, Ludo Giuli et Valère Germain, pour faire les légendes de Monaco. Après, on a la chance d'avoir des personnalités publiques françaises, mais aussi internationales, notamment avec Thibaut InShape aussi qui est là, Nikos Aliagas, Paul Mirabel, Paul de Saint-Cernin, voilà, pour ne citer qu'eux. Et après, on a aussi des influenceurs internationaux, des acteurs comme Ricky Whittle, Lucas Bravo, et aussi donc on a Mr. Thank You et Eduardo Santonocito pour le côté italien. Vous avez un très joli carnet d'adresses, Louis Ducré. Depuis qu'on a les Barbadjan, c'est vrai qu'on se construit une belle notoriété, pas seulement dans le football aujourd'hui, grâce à ce match des pilotes. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de monde qui nous suit et qui nous font confiance. Donc c'est vrai qu'on est très contents. Bon, l'idée, c'est de jouer entre personnalités, entre amis aussi, bien sûr, mais c'est également de soutenir des associations. C'est un match caritatif. 2 associations cette année, Mercy Ships et les Soins de l'Espoir. Parlez-nous de ces associations. Alors, chaque année, on change les associations et on prend toujours une association française ou internationale et une association monégasque. On va toujours pouvoir soutenir nos associations de Monaco. Et donc le Mercy Ship, c'est une association internationale qui finance des bateaux militaires réaffectés en bateaux hôpitaux et qui vont dans des pays pauvres, notamment en Afrique, et qui vont accoster pendant 6 à 9 mois à quai et pouvoir soigner le plus de monde possible. Ils vont même aller avec leurs bénévoles et leurs médecins chercher des gens dans la brousse, etc., qui peuvent ne pas être au courant qu'il y a un bateau ou ne pas avoir accès, ne pas pouvoir être conduits jusqu'à ce bateau pour pouvoir être soignés, etc. Donc c'est vrai que c'est une belle association. Et l'autre association, c'est une association dont je suis le parrain, qui est les Soins de l'Espoir, et donc qui a donc pour but de financer des opérations du cœur des enfants au Vietnam. Donc voilà, on reste un peu dans le même thème, dans la même thématique chaque année. Et voilà, c'est deux très belles associations pour lesquelles on va jouer cette année. Très important pour vous de soutenir, à la fois d'être dans la solidarité, le plaisir, mais la solidarité toujours. Toujours, c'est vraiment le credo des Barbadjan, c'est de pouvoir toujours jouer pour le bien d'autrui, et c'est pour ça qu'on arrive à motiver, je pense aussi, autant de personnes. C'est que année après année, les gens voient qu'on est une association sérieuse et qui faisons le plus de choses possibles pour défendre diverses associations. Donc c'est vrai que c'est un peu notre force et notre belle image. Et vous avez porté les Barbadjan depuis que vous présidez les Barbadjan, on vous voit partout maintenant. Alors j'espère pas trop en tout cas, mais non, oui, on essaye on est vraiment rentré, je pense, dans le paysage monégasque, et on essaye de pouvoir via les Barbadjan aussi montrer ce que Monaco fait de bien à l'international, notamment avec les personnalités qu'on peut inviter, mais aussi par les déplacements qu'on peut faire à l'étranger. Le prochain déplacement ? Alors ça dépend, on est encore en train de fixer les dates parce qu'on a dû reporter certaines dates, notamment à cause des obligations qu'on a sur Monaco. Donc ce sera ou le Maroc ou la Martinique. Voilà. Les soutiens des associations, ça passe aussi par la visibilité. Vous savez à peu près combien de personnes sont attendues au Stade Louis II mercredi ? On espère le plus possible. Voilà, on a déjà une estimation sur ce qui a déjà été vendu, donc on est à plus de 1200, 1300 places. Mais voilà, on sait très bien que sur ce genre de match-là, c'est surtout sur place que ça va beaucoup se vendre, et dans les derniers jours. Là, on est en train de pousser la communication dans ces derniers détails, et je pense que voilà, ça va se remplir. Si on arrive à faire au moins dans les 5-6 000 personnes comme l'année dernière, c'est déjà pas mal. Enfin, un très beau chiffre, et c'est vrai que ça passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes très présent sur les plateformes. On essaie de vivre avec notre temps et de multiplier les moyens de communication, que ce soit donc tout ce qui est médias classiques, avec la télé, les radios et les journaux, mais aussi avec donc les réseaux sociaux. Donc on essaye d'être à jour dans notre communication. Bon allez, entre nous, vous sentez bien ce match ? C'est un pronostic. Si je dois dire un pronostic, déjà l'année dernière, je pense que le 6-4 était impossible à pronostiquer. Donc j'espère que il y aura du spectacle, il y aura des buts, et que les Barbadjan pourront l'emporter à la fin. Merci beaucoup Louis Ducruet d'avoir été avec nous, et donc rendez-vous mercredi à partir de 15h30 au Stade Louis II pour suivre ce très beau match. Merci beaucoup Louis Ducruet. Merci à vous.
Avant de refermer cette page de sport, un mot des abonnements à l'AS Monaco. Pour les personnes déjà abonnées en 2025-2026, vous pouvez vous réabonner depuis mercredi et le club débutera sa campagne d'abonnement aux nouveaux venus à partir du milieu de semaine prochaine. Les tarifs démarrent à 18,50 € par mois, sans compter les tarifs préférentiels. Et à noter également cette nouveauté, l'assurance annulation qui permet d'annuler un ou plusieurs matchs inclus dans l'abonnement et de récupérer jusqu'à 90% du montant de la place. Tout autre chose à présent, il a ouvert en début d'année, mais c'est seulement hier, jeudi 28 mai, que le consulat honoraire d'Ukraine a été inauguré officiellement à Monaco. Une date importante pour la communauté ukrainienne monégasque, composée d'à peu près 400 ressortissants, mais également importante pour la coopération et le soutien de Monaco envers l'Ukraine, qui est entrée dans la 4e année de guerre face à la Russie. Quelles seront les priorités du consulat? Je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Ukraine en France et à Monaco. Il était présent hier dans les locaux situés dans la galerie Charles III. Consulat honoraire à Monaco va présenter l'État ukrainien. C'est la première chose. Deuxième chose, il va réunir tous les associations ukrainiennes qui sont présentes à Monaco. Et aussi, il va développer des relations bilatérales entre deux pays, entre l'Ukraine et Monaco, à travers diplomatie culturelle et à travers diplomatie économique. Parce qu'on a beaucoup de propositions d'investissement en Ukraine, de développement culturel. On a les choses à présenter ici pour les peuples monégasques de la culture ukrainienne. Si vous êtes passé du côté de la promenade du Larvoto ces derniers jours, vous avez sans doute remarqué quelques clichés fraîchement débarqués. Il s'agit d'une sélection de photographies sur le thème de la sensibilisation à la protection de la planète. Une exposition proposée dans le cadre du prix de photographie environnementale organisé par la Fondation Prince Albert II. Le Prince Albert II qui l'a inauguré hier en personne. Alban Gingembre et Camille Caloni sont allés la découvrir. Clichés animaliers, paysages inédits et illustrations de catastrophes naturelles. 36 photos sont exposées pour provoquer une prise de conscience et inciter le public à préserver la planète. On a besoin de sensibiliser un public assez large pour engager sur les questions de climat, de biodiversité, de pollution. Il faut se sentir concerné par ces enjeux. Donc c'est une question d'émotion. Ces enjeux, ils sont invisibles, ils paraissent très distants de nos préoccupations du quotidien et donc il faut pouvoir les mettre en avant avec tout un tas de moyens. Mais la photographie environnementale, ça reste le moyen numéro 1. Cette exposition fait partie des actions menées par la Fondation Prince Albert II. Un jury de photographes récompense un certain nombre de clichés. Parmi eux, Handprint on Sea Turtle. La photo signée Britta Jakinski remporte le prix du photographe environnemental. My prime concern, of course, is to communicate that the illegal wildlife trade is a crime. This was not a setup, this was like a real handprint. I immediately thought that this could actually lead to prosecution because there is like something like a handprint and fingerprint library. It's like an archive and often, the crimes are linked, so if there's like, for example, a mafia that works in trading drugs or weapon, they're the same who trade wildlife. Cette série de photographies est visible sur la promenade du Larvoto jusqu'au 30 juillet avant de voyager à l'international. Allez, un peu de musique pour finir. L'OPMC a livré un nouvel happy hour hier à l'auditorium. Cette fois, un quatuor de l'orchestre spécialement composé pour ce concert a interprété 3 œuvres de compositeurs russes. Retour sur cette soirée avec José Sacré, Hugo Comasa et Clélia Renaud. Première œuvre au programme de l'happy hour musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo jeudi 28 mai, le trio pour 2 violons et violoncelle en sol mineur de Borodine, puis 2 quatuors, le quatuor à cordes numéro 2 en fa majeur opus 92 de Prokofiev et le quatuor à cordes numéro 4 en ré majeur opus 83 de Shostakovich, interprété par un quatuor de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, quatuor formé pour l'occasion. Qui en a eu l'idée ? C'était une bonne idée et on a choisi un peu ensemble le programme et voilà, le nouveau quatuor existe pour ce concert. Alors ce programme, un programme très russe, qui a choisi les œuvres ensemble ? Oui.
c'était un Mais choix commun. plus que russe, ce sont des œuvres très intéressantes et à part le Borodine, qui est une œuvre de jeunesse, on parle vraiment de deux chefs-d'œuvre chez Prokofiev et Shostakovich. Et le Borodine, c'est le complément parfait parce que c'est de la musique folklorique. Donc les trois quatuors ont le point en commun, c'est le folklore. Les non-initiés sont toujours étonnés d'apprendre que dans un quatuor, il n'y a pas un, mais 4 leaders. Si on n'est pas 4 leaders, ça ne marche pas. C'est l'avantage de la musique de chambre. C'est la magie même, je dirais, parce qu'on a la chance d'avoir tous un petit pouvoir et on discute, on choisit ensemble et on essaye de trouver la cohésion. Oui. Tout le monde est à égalité, il n'y a pas de hiérarchie. À l'orchestre, il faut une hiérarchie, il faut un chef d'orchestre, parce qu'on peut 80 ou 90 personnes ne peuvent pas donner chacune un avis et on n'en sortirait plus. Là, voilà, chacun participe, amène sa petite pierre à l'édifice et puis ça se construit comme ça. Des fois, on n'est pas forcément d'accord, donc il y a aussi pas des engueulades, c'est pas ça, mais bon, il faut faire des compromis, c'est normal. C'est comme un couple à 4. Premier concert pour ce nouveau quatuor et premier succès à l'Auditorium Régnier 3 devant un public de connaisseurs chaleureux. Et c'est sur cette note que se referme ce journal. Dans un instant, les prévisions météo, présentées par Sarah Inkari. Ensuite, je vous retrouve pour l'après-JT, immersion ce vendredi au laboratoire monégasque TerraScience, où naissent les innovations en matière de nutrition santé. Juste le temps de passer en revue quelques images du lycée Albert Ier fraîchement rénové pour les épreuves du bac. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite pour l'après-JT. Bonsoir à tous, le temps restera assez lourd sur toute la principauté avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies et des températures au-dessus des normales de saison, autour de 20 degrés au lever du jour et puis jusqu'à 27 degrés à l'ombre dans l'après-midi. Cette impression de mini-canicule commence à s'installer autour de la Méditerranée. Rien d'exceptionnel pour le moment, mais un conseil tout de même, pensez à bien vous hydrater et à éviter les longues expositions au soleil aux heures les plus chaudes. Demain, nous fêterons la Saint-Ferdinand, c'est aussi la journée mondiale de la sclérose en plaques. Passez une très belle soirée sur Monaco Info.